Salam à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va aborder un thème géopolitique autour de l'éternelle question du Sahara marocain. Ce thème revient souvent dans l'actualité et ce à cause des crises d'hystérie du voisin de l'Est qui est obsédé par cette cause qu'il a lui-même créée. Je dis plusieurs fois, le Polisario est certainement le pire investissement de l'histoire de l'Algérie qui est dans une situation de joueur de casino qui a perdu tellement d'argent qu'il ne peut plus faire marche arrière. Il doit continuer à remettre des pièces dans la machine dans l'espoir de se refaire un jour. Malheureusement pour le régime militaro-politique, les chances d'un territoire indépendant au Sahara sont quasi nulles, et les derniers événements de cette semaine prouvent ce constat. Il y a un alignement des planètes très favorable au Maroc en ce moment. On commence tout d'abord avec le plan de communication complètement raté du Polisario. Donc le groupe terroriste a invité la presse espagnole pour couvrir les soi-disant combats à l'est du mur des sables. Les médias espagnols publics comme la TVE ont boycotté l'événement. Ils voulaient ainsi éviter toute récupération par les organes de propagande du régime militaro-politique d'Alger. Seuls des journalistes indépendants se sont présentés à l'événement où il était question de montrer le retour du leader algérien du Polisario, Brahim Ghali, au camp de Tindouf. Car on a appris avec l'affaire espagnole que Ghali est en fait un Algérien. Il détient un passeport algérien, ce qui fait de lui un Algérien théoriquement. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse ici pour vous expliquer pourquoi Brahim Ghali et tous les soi-disant réfugiés sahraouis qui vivent ou voyagent à l'étranger ont soit des passeports espagnols, soit algériens. Donc regardez cette vidéo qui explique un peu la supercherie des camps de Tindouf. Je voudrais tout simplement préciser une chose qui est importante. C'est que dans toute l'histoire des Nations Unies, il y a eu à peu près 65 cas similaires à celui-là que nous sommes en train de discuter aujourd'hui. Sur les 65 cas, seuls 4 cas ont été résolus à travers un référendum. Et sur les 4 cas qui ont été résolus par référendum, aucun ne devait être précédé par un processus d'identification du corps électoral. Pour vous dire tout simplement la difficulté de l'exercice. Donc c'est vraiment un cas unique. La seconde chose, évidemment, la propagande polisarienne et algérienne, bien sûr, dit à qui veut l'entendre que le Maroc a peur du référendum. Le Maroc n'a jamais eu peur du référendum. Le Maroc a proposé le référendum au départ. C'est simplement qu'on a testé pendant une dizaine d'années et qu'on n'a pas réussi à nous mettre d'accord justement sur ce corpus électoral qui devait participer à cette consultation référendaire. Le deuxième élément, le recensement qui est fondamental effectivement. Un recensement, pourquoi ne pas recenser quand on n'a strictement rien à se reprocher? Et pourquoi ils ne recensent pas? C'est tout simplement pour que ces populations demeurent dans l'instrumentalisation politique qui est ignoble de la part de l'Algérie et du Polisario, je le dis clairement, parce que tout simplement, quand on recense d'abord, on détermine qui est qui. Et la seconde chose, c'est qu'on lui donne une carte du HCR qui détermine son statut de réfugié. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un problème de sémantique. Nous disons effectivement qu'ils ne sont pas des réfugiés, qu'ils sont séquestrés, ce qui est vrai, parce qu'il y a au regard du droit international 3 éléments, 3 critères pour déterminer la qualité de réfugié. C'est d'abord le recensement. Ce recensement n'a jamais pu être fait et en totale violation des recommandations des Nations Unies depuis des années. Le second élément, c'est ce qu'on appelle le retour librement consenti. Tout simplement poser une question toute simple à ces personnes qui se trouvent dans les camps. Madame, monsieur, que voulez-vous faire? Est-ce que vous voulez rester ici? Est-ce que vous voulez rentrer dans votre pays, le Maroc? Ou est-ce que vous voulez aller ailleurs? Cette question n'a jamais été posée. Et le troisième critère, évidemment, c'est tout simplement la liberté de circulation quand on est réfugié dans le pays dans lequel ils sont réfugiés. Ils n'ont pas cette possibilité. Donc la violation des 3 critères qui déterminent, au regard du droit international, la qualité de réfugiés sont violés. Et c'est pour ça, tout simplement, que nous disons qu'ils ne sont pas des réfugiés, mais ils sont bel et bien des séquestrés dans les camps de Tindouf. Donc en résumé, le régime algérien refuse de recenser les Sahraouis car ça reviendrait à les démasquer en fait. Le nombre de Sahraouis originaires du Maroc est beaucoup plus faible que ceux qu'ils déclarent à tous les organes internationaux qui veulent bien leur donner des aides. La Commission européenne s'est d'ailleurs enfin réveillée face au scandale du détournement des aides dans les camps de Tindouf. Il suffit d'aller dans des marchés en Mauritanie pour voir que beaucoup de produits ont le logo de USAID ou de l'Union européenne. وندار الوالي تجي تشوفوا مريم حمار تجي تشوف ذا البيع اللي يعدلوا لنا صحاب تجي جماعة الشارع تراعاها وتتشوف
Donc le régime algérien s'adonne à un jeu qui est assez abject, où il refuse aux séquestrés de Tindouf leurs droits les plus élémentaires, comme le droit de mouvement ou de décider pour eux-mêmes où ils souhaitent vivre. Et pour les tortionnaires algériens et l'élite du Polisario, c'est une façon de contrôler les populations des camps, car seuls les plus serviles et les plus soumis au régime algérien peuvent quitter le pays et voyager librement grâce au passeport algérien. Les autorités algériennes ont même construit un mur en sable, autour des camps de Tindouf, pour, j'imagine, éviter que des véhicules non autorisés ne quittent les lieux. Les séquestrés de Tindouf n'ont pas le statut de réfugiés, ils n'ont pas la carte d'identité officielle délivrée par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. C'est un scandale qui est complètement occulté dans les médias occidentaux. On se focalise juste sur le mythe d'un peuple opprimé qui aspire à son indépendance. Si les Sahraouis voulaient leur indépendance, il y aurait des manifestations et des insurrections tous les jours à Laayoune et Dakhla, comme en Kabylie pendant le Hirak. Le taux de participation aux élections législatives au Sahara marocain serait proche des 0% comme en Kabylie. Au lieu de cela, il tournait autour de 60% dans les provinces du Sud. Je rappelle aussi qu'il y a eu plus d'attentats terroristes en Algérie que dans tout le Maroc et son Sahara. Dans les cartes de risque voyage, le Sahara marocain est plus sûr pour les voyageurs que toute l'Algérie. Même l'appel à l'insurrection de Brahim Ghali a fait un flop monumental dans nos provinces du Sud. Pourtant, contrairement aux séquestrés de Tindouf, les Sahraouis marocains ont accès à Internet et sont libres de circuler partout où ils le souhaitent. Ils peuvent s'organiser comme ils l'entendent. La poignée d'activistes du Polisario au Maroc publie des dizaines de vidéos sur YouTube qui font en moyenne 1000 vues. Donc ils sont très actifs, mais ils ne sont pas suivis par le reste de la population. Et donc vu que le Polisario n'a aucune emprise sur le Sahara marocain, leur seul moyen d'exister hors des frontières algériennes, c'est d'organiser des mises en scène autour de Tindouf et d'inviter la presse gauchiste marxiste internationale pour couvrir ces événements. Cependant, cette fois-ci, même les journalistes indépendants présents sur place ont parlé de simples escarmouches le long du mur et non d'une vraie guerre comme le Polisario et Alger le répètent à longueur de journée. C'est une propagande qu'ils n'ont pas réussi à contrôler malgré les efforts déployés dans la mise en scène. Et malgré que beaucoup de journalistes indépendants invités étaient déjà acquis à leur cause. Les images parlent d'elles-mêmes. On y voit des vieux pick-up roulant au milieu du désert dans un endroit inconnu, de la vieille ferraille datant de l'ère soviétique supposée combattre les drones et les F-16 marocains. La plupart des miliciens du Polisario ont la soixantaine, ils n'ont connu que la guerre et ont la cervelle complètement grillée par des décennies de propagande. Le pire dans tout ça, c'est les témoignages de certains de ces vieux miliciens qui parlent de fossé technologique qui s'est considérablement agrandi entre le Maroc et le Polisario. Ils décrivent comment la région est survolée H24 par des dizaines de drones de surveillance marocains et comment il est très difficile de pénétrer dans le territoire sans se faire repérer. Le Polisario est un groupe fossilisé autour duquel le temps s'est arrêté, un peu à l'image du régime militaire algérien qui est à bout de souffle. Il suffit de voir la tête des deux hommes forts du pays pour comprendre que la fin est proche. Cette opération de communication a été en fait l'occasion de révéler au monde la faiblesse du Polisario, aussi bien au niveau militaire que politique. L'entité algérienne a perdu en 50 ans la plupart de ses soutiens politiques internationaux. Kadhafi, Boumedienne, Fidel Castro sont tous morts et le drapeau du Maroc flotte toujours dans son Sahara. Ce dernier point me permet de faire la transition avec le deuxième événement important qui s'est déroulé cette semaine et qui est la prise de position claire et franche des pays du Golfe en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc. En tête, l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats qui ont eu une position très dure aux Nations Unies contre les tentatives de division de l'Algérie. L'Arabie Saoudite a notamment dit que la cause du Sahara marocain était une cause arabe et que tous les pays arabes devaient œuvrer pour soutenir l'intégrité territoriale du Maroc. C'est très important car c'est la première position forte et sans complexe de l'Arabie Saoudite qui jusque-là a essayé d'adopter une attitude neutre. Mais les pays du Golfe voient bien que le régime algérien est le problème dans la région. Après avoir accusé sans preuve les Marocains d'avoir brûlé les forêts de leurs soi-disant alliés kabyles. On est alliés mais on brûle votre pays, un exemple encore de la logique du Tébbounistan. Après avoir rompu les relations diplomatiques avec le Maroc, fermé l'espace aérien, refusé le renouvellement du gazoduc Maghreb-Europe, au risque de paraître comme un partenaire peu fiable pour l'Espagne, et enfin, après avoir refusé toute médiation des pays du Golfe justement pour résoudre le conflit, les Saoudiens ont épuisé leur stock de patience et ont définitivement pris le camp du Maroc. L'Algérie est en train de s'isoler gravement. Le régime cherche désespérément des soutiens auprès de la Russie, qui elle-même est en situation délicate car elle a des intérêts économiques importants
important au Maroc. Le Maroc est le premier partenaire commercial de la Russie en Afrique. Il y a de gros projets dans les hydrocarbures avec la Russie dans la région de Nador qui vont peut-être se concrétiser dans les prochaines années. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous m'ont demandé pourquoi je n'avais pas réagi à l'éventualité d'un refroidissement des relations diplomatiques entre le Maroc et la Russie. J'évite en général de faire de la spéculation. Il y avait zéro information qui appuyait cette thèse. Le ministre des Affaires étrangères russe a lui-même démenti ces rumeurs. C'est d'ailleurs pour ça que je n'aborderai pas les rumeurs d'une reconnaissance d'Israël par la Tunisie. Cependant, si cela devait se concrétiser, ça serait le coup de grâce pour le régime militaro-politique d'Alger. Donc l'Algérie est dans une situation très délicate en ce moment. Il y a aussi eu l'échec monumental de l'éjection d'Israël comme membre observateur de l'Union africaine. L'Algérie n'a réussi qu'à réunir seulement 9 pays sur 54 pour expulser Israël. Et ça s'est retourné contre elle puisqu'en marge de la réunion de l'Union africaine, des groupes se sont réunis pour demander l'expulsion de la RAST qu'ils ont accusé d'être une erreur historique de l'Union africaine. Donc la tentative de l'Algérie a été totalement contre-productive. Le ministre des Affaires étrangères algérien a lui-même reconnu la perte d'influence de l'Algérie en Afrique après cette débâcle. La volonté de l'Algérie de s'ingérer dans les conflits régionaux agace aussi les Égyptiens qui ne comprennent pas la médiation de l'Algérie dans le conflit du barrage éthiopien. Le Maroc a d'ailleurs très bien fait de ne pas se mêler de cette affaire explosive. Dans ce genre d'affaires, il y a toujours un des deux belligérants qui sera déçu, et donc pour éviter de se créer un ennemi inutilement, il vaut mieux rester neutre. Les Égyptiens ont notamment fait remarquer l'hypocrisie de l'Algérie qui promeut l'intégrité territoriale de la Libye et du Mali, mais qui milite en parallèle pour la désintégration du Maroc. Ce genre d'incohérence ne passe pas sur la scène internationale. Le régime algérien se fait passer pour un ambassadeur de la paix, pour la réconciliation et le dialogue entre les peuples, et dans le même temps, il rompt ses relations diplomatiques avec le Maroc et refuse toute médiation étrangère. Comment expliquer ce double discours? Les Algériens ne se rendent même pas compte que ça donne une image terrible de leur pays à l'international. Comme le retour en douce de l'ambassadeur d'Alger à Paris alors que Tebboune avait stipulé qu'il n'y aurait pas de retour avant des excuses de Macron pour ses propos. Quelle image ce régime donne aux acteurs économiques qui voudraient s'aventurer sur le terrain miné algérien? Dans un pays où le président veut donner la peine de mort aux spéculateurs, alors que la spéculation fait partie intégrante de l'économie. La bourse n'est que spéculation. C'est grâce à la spéculation sur les marchés financiers que le prix du baril de pétrole est élevé aujourd'hui, ce qui permet au régime de se maintenir en vie. Il y a aussi le divorce avec la France qui est consommé à cause des prises de position d'Alger en faveur des Russes au Mali. Les Français ne rigolent pas quand leurs intérêts économiques et géopolitiques sont en jeu. Et à mesure que les élections approchent, les attaques de la France vont se multiplier, ce qui va provoquer une réaction disproportionnée du régime d'Alger. Donc à tous les Marocains, préparez vos pop-corn. Enfin, le dernier événement important de cette semaine, c'est le premier texte de la résolution des Nations Unies sur le Sahara marocain qui va être voté à la fin du mois et qui a été dénoncé par l'Algérie comme étant, je cite, extrêmement déséquilibré. Ça a d'ailleurs entraîné la visite de 3 représentants du Polisario chez le maître de leur maître, la Russie, pour quémander un soutien et supplier Poutine de demander la révision de cette résolution. Il y est notamment écrit que l'Algérie doit faire partie des tables rondes et qu'il n'y aurait pas de résolution du conflit en dehors des négociations autour des tables rondes, ce qui écarte définitivement la solution du référendum. Le texte stipule aussi que l'Algérie a l'obligation de laisser l'ONU entamer le processus de recensement des séquestrés de Tindouf, ce qu'Alger refuse de faire pour les raisons que j'ai expliquées plus haut. L'Algérie a d'ores et déjà fait savoir qu'elle refuserait de participer aux tables rondes en disant qu'elle n'était pas partie prenante au conflit, une thèse que le régime ne cesse de ressortir, ce qui les ridiculise encore plus, car la communauté internationale sait que l'Algérie est le principal acteur derrière ce conflit. Ils se disent neutres, mais pourtant ils viennent de nommer un envoyé spécial du Maghreb et du Sahara occidental, payé avec l'argent du contribuable algérien. Est-ce qu'il y a un envoyé spécial du Maghreb et du Sahara occidental en Tunisie ou ailleurs dans le monde? C'est encore une des nombreuses contradictions qui décrédibilisent l'Algérie sur la scène internationale. L'Algérie est gérée comme le bar tabac du coin de la rue, le gérant c'est Shangri-La et Tebboune c'est l'habitué du bar qui passe ses journées à se saouler au comptoir en étant nostalgique du passé. Pendant ce temps, tout brûle autour du bar, toute la ville est en feu. Tous ces événements s'inscrivent sur fond de rapprochement entre le Maroc et la Mauritanie et de renforcement des relations entre le Maroc et la Grande-Bretagne. J'ai déjà parlé de la méga usine de potage d'Emerson au Maroc et du câble électrique sous-marin qui va relier une centrale PV éolienne au Maroc à l'Angleterre. Il y a aussi l'annonce de la mise en service de la ligne maritime directe entre le Maroc et la Grande-Bretagne qui devrait assurer aux Britanniques un approvisionnement en fruits et légumes et leur donner une certaine indépendance alimentaire vis-à-vis de l'Europe. Donc c'est vraiment stratégique pour eux. Plus récemment,
récemment, notre nouveau ministre de l'Industrie a annoncé une reprise plus rapide que prévu du secteur de l'aéronautique. Des annonces d'installation de nouveaux acteurs du secteur vont être faites très prochainement selon le ministre. Un nom a fuité dans les médias, il s'agit de Rolls-Royce, qui fabrique des voitures de luxe mais aussi des réacteurs d'avion. Donc en conclusion, le Maroc surfe sur une vague très positive qui pourra à terme renforcer nos positions dans la région. N'hésitez pas à réagir en commentaire, il y a aussi notre pétition en barre de description, on approche bientôt les 25 000 signatures, donc c'est très positif et j'espère juste que cette pétition se fera remarquer très bientôt.